Bonjour à toutes et à tous. On est donc pour la deuxième table ronde sur la gestion de l'eau en Île-de-France qu'ont apporté les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. On abordera aussi les politiques publiques sportives avec les infrastructures aquatiques qui ont été rénovées, installées. Et donc on a donc deux représentants du CEDIF, donc Raymond Loiseleur, qui est directeur général des services au CEDIF, et Caroline Lucas Leblanc, qui est chef de service contrôle technique de la délégation au CEDIF. Et le troisième intervenant, Nicolas Dabre, qui est chef de projet équipement aquatique à la Plaine Commune et qui a exercé d'autres missions avant dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques, mais il reviendra dessus, j'imagine. Donc tout d'abord, si je pose la question donc, à Raymond Loiseleur, donc vous êtes, comme je l'ai dit, directeur général des services au CEDIF. Le CEDIF a eu un impact important dans l'organisation des JO pour aider l'adoption de la distribution de l'eau, par exemple en raccordant le nouveau village olympique, mais pas seulement, mais c'est un exemple aussi phare. Donc est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le rôle du CEDIF et les contraintes auxquelles le CEDIF a dû faire face pendant les JO? Merci. Donc, je suis accompagné de Caroline Leblanc, mais également d'Arnaud Cotterman, qui est dans la salle, qui est directeur général des services techniques du syndicat, qui a piloté donc l'anticipation des travaux, la mise en œuvre des travaux et la période dite de surveillance pendant les JO. Le syndicat des eaux est constitué de 133 communes. C'est l'un des plus gros syndicats de France et d'Europe. Nous sommes peu nombreux, paradoxalement, 120 collaborateurs au total, avec un impact important puisque nous produisons à peu près 25 millions de mètres cubes d'eau par an, donc c'est considérable. Et nous avons des contraintes de service public, comme vous l'imaginez. Et en l'espèce, dès 2019, donc on a été sollicité pour organiser les JO. Donc avec les équipes, dès 2019-2020, on s'est organisé. Et puis après, il a fallu constituer une anticipation qui était le maître mot du syndicat. On a anticipé pour faire les travaux que nous devions faire au titre du renouvellement patrimonial pour ne pas le faire au moment des JO, afin de ne pas être en retard. Il fallait replier les installations techniques pour les JO. Nous devions également anticiper la capacité de production pour être prêt à répondre à ce besoin important pendant les JO. Nous devions également mettre en place d'ores et déjà tout un mécanisme de surveillance des réseaux pour éviter les fuites avant les JO, mais surtout pendant. Et enfin, nous avons constitué autour de M. Cotterman une veille quotidienne où tous les jours nous faisions une remontée d'informations. Et de ce fait, nous étions également en contact avec la préfète de région, qui la préfète de région est notre tutelle première, et avec qui nous avons échangé. Et c'est à ce moment-là que le syndicat des eaux est apparu comme une institution stratégique en termes de sécurité publique, puisque nous devions, outre produire de l'eau, assurer le suivi et surveiller les fuites. Il fallait également que nous surveillions de manière globale toutes les installations et les usines du syndicat des eaux, puisque c'était devenu un équipement d'intérêt vital, mais qui pouvait être endommagé si on ne faisait pas attention par des mesures de surveillance accrues. Voilà. Donc le maître mot, c'était anticipation. Ensuite, on a fait des travaux. Donc Caroline Lucas Leblanc pourra donc intervenir, et M. Cotterman, bien entendu. Nous avons dépensé à peu près 5,4 millions de travaux. Nous avons également mis en place l'équipe, donc en gros 6 millions d'euros avec les charges indirectes. Et nous avons participé pour 1 million d'euros au titre de partenariat avec les JO. Souvenez-vous, quand il s'agissait de participer financièrement, nous ne savons rien du déroulement des JO, mais le bureau du syndicat des eaux, donc constitué d'élus, de 15 élus, ont voulu apporter leur soutien aux JO et nous étions tous ravis du succès de cet événement. Et évidemment, nous avons travaillé avec vous, avec votre
président qui est également vice-président du syndicat des eaux. Voilà, donc j'ai assez parlé, je vous laisse la parole à Caroline Lecal-Leblanc. Merci. Donc on va vous présenter un bilan assez bref de ce qu'a représenté les JO pour nous. Donc, comme le disait M. Loiseleur, le CEDIF, c'est 133 communes. Donc 133 communes autour de Paris. Donc nécessairement, on abrite et on alimente beaucoup de sites olympiques divers. Ça va autant de grands sites comme le Stade de France, comme le Centre nautique de Saint-Denis, le Village des médias, le Village des athlètes, à des sites plus modestes, des sites d'entraînement, des gymnases, voilà. Mais pour autant, notre responsabilité est la même, c'est-à-dire que l'ensemble de ces sites devaient être alimentés 24/24, 7/7, par de l'eau potable, de qualité et sûre. Donc pour nous, ça a été un défi. Et le défi, comme l'a dit M. Loiseleur, a commencé en 2019. Donc ça c'est ce que vous avez présenté. Donc depuis 2019, en fait, on travaille main dans la main avec la Solidéo et la Société du Grand Paris et la Métropole du Grand Paris sur un certain nombre de chantiers. Donc on a fait des grands chantiers comme l'alimentation en eau du nouveau village olympique, hein, mais aussi celui des médias, le centre d'escalade du Bourget, etc. Et puis on a participé aussi à d'autres chantiers type le franchissement Pleyel, qui est un franchissement qui était nécessaire pour relier Saint-Denis à lui-même, on va dire ça comme ça, et permettre aussi donc, aux spectateurs de déambuler à l'intérieur de cet espace olympique. Une partie des travaux a été financée directement par le CEDIF à hauteur de plus de 2,5 millions. Et parallèlement à tout ça, on a fait aussi un certain nombre de choses qui était, comme on l'a dit tout à l'heure, le renouvellement anticipé des réseaux. Aujourd'hui, on a une politique de renouvellement des réseaux au CEDIF qui se base sur l'âge des canalisations, les matériaux, etc. Et le choix que le CEDIF a fait, c'est de bousculer son programme habituel, c'est-à-dire que pour l'année 2023-2024, au lieu de faire notre programme habituel qui est généré par un certain nombre d'analyses et d'algorithmes qui nous sont propres, et de dire je vais aller renouveler cette canalisation de 1920 qui est à Daumont, qui est une ville du CEDIF, eh bien je ne vais pas faire ça en 2023-2024, je vais repousser, mais je vais aller renouveler une canalisation de 1950 qui est à Saint-Denis, qui est peut-être moins fragile, mais si jamais elle casse pendant les JO, ce sera la cata. Donc on a revu notre stratégie pour 23-24 et donc refait nos plans aussi d'organisation. On a eu la même logique pour nos sites de production. Ce qu'il faut savoir, c'est que le CEDIF a la particularité de produire 97% de son eau en eau de surface. Donc eau de surface, on puise dans la Marne, dans l'Oise et dans la Seine. Donc c'est une eau qui est beaucoup plus fragile et beaucoup plus soumise aux pollutions que des eaux souterraines. Et donc il fallait absolument sécuriser ces sources. Donc on a travaillé avec le SIAP, bien évidemment, qui est un de nos partenaires quotidiens dans les grands services urbains. Mais on a aussi travaillé sur nos propres équipements pour les sécuriser. On a repoussé des programmes de travaux de façon à pouvoir avoir des usines à pleine capacité. Parce que malgré ce qui était annoncé, c'est-à-dire la fuite des Parisiens de l'Île-de-France, on s'est dit peut-être que ça n'arrivera pas et qu'il fallait de toute façon alimenter Paris, enfin les Franciliens comme s'ils étaient là au mois de juillet, parce que voilà, en juillet, août, ils sont quand même encore là, plus les touristes, plus les athlètes, et donc pleine capacité de production. Donc pour nous, en fait, ces années-là, entre 2019 et septembre 2024, ça a été un investissement très important, à la fois en termes de travaux, de petits travaux. On a fait plus de 37 chantiers donc entre 2019 et 2024, spécifiquement dédiés aux JO. Et donc ensuite, on a également, voilà, ce que disait M. Loiseleur, anticiper, surveiller, agir vite.
C'était notre doctrine. Donc on s'est organisé, vous voulez on s'est organisé en task force. Tout à l'heure, une personne disait qu'il y avait un mode projet qui était mis en place au sein du département. C'est ce qu'on a fait au sein du CEDIF. On n'est pas nombreux, mais on est experts. Donc on a un service d'experts sur les ouvrages, un service d'experts sur les canalisations, etc. Et l'objectif, c'était de transcender l'ensemble de ces silos d'expertise pour pouvoir être hyper réactif, hyper au contact, que ce soit des collectivités, des institutions, puisqu'on était très sollicité par les villes, surtout en 2023, pour pouvoir faire un certain nombre de travaux. Parce ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a une fuite qui se produit dans une rue, on vient, on creuse, puis on met un petit bout de bitume. Donc parfois, voilà, quand on a les JO qui arrivent, on n'a pas forcément envie d'avoir ce qu'on appelle nous des pastilles dans une rue. Donc on était très sollicité par les villes pour faire les travaux bien avant. Et puis après, il y a eu le fameux moratoire de la préfecture qui nous disait que de février, mars, à octobre, pas de travaux en 2024. Donc autant vous dire que pour nous, ça a été une course contre la montre pour tout avoir fini. Alors on a tiré jusqu'en juin quand même, on a négocié. Pour tout avoir fini, faire l'inspection, on a fait faire plus de 2000 km d'inspection à pied par des techniciens spécialisés dans l'écoute de fuite sur les sites olympiques au lieu de le faire sur l'ensemble du territoire. On a fait faire les 16 km de renouvellement de canalisation, spécifiquement sur les sites JO. Donc ça, c'est la partie anticipée. On a mis en place des groupes électrogènes dans nos sites de production, travaillé avec notre délégataire pour avoir des sociétés de surveillance qui soient disponibles, puisque, je ne sais pas si vous avez suivi, mais ça a été quand même la guerre pour trouver du personnel de surveillance. Donc on a fallu anticiper et ensuite on a surveillé. Donc on a renforcé la surveillance du réseau. Et la grande force du CEDIF, c'est d'avoir mis finalement cette expertise au service des JO, puisque nous, tout ça, on savait le faire. C'est-à-dire que tous les ans, on fait des exercices de crise avec la préfecture ou avec les ARS. On a déjà des systèmes de surveillance. Aujourd'hui, on a déjà presque plus de 250 capteurs sur nos réseaux. Donc là, on en a dédié un certain nombre spécifiquement aux JO. On sait analyser la donnée, on sait réagir vite, on sait prépositionner des équipes. Donc tout ça, on l'a fait. Et pour nous, ça a été un chamboulement en termes d'organisation, parce qu'il a fallu se dédier spécifiquement aux JO, mais en termes d'expertise, on savait faire. On était en maîtrise. Et je pense que ça rassurait le COJO qu'on voyait régulièrement sur ces différentes sollicitations, et les préfectures qui nous appelaient, qui nous convoquaient, dire ça comme ça, que ce soit les préfectures de police, régions, départements. On était toujours présents, on avait toujours un plan d'action à présenter, on avait toujours des experts à mettre en face pour répondre aux questions. Donc voilà. Anticiper, surveiller, agir vite, ça a été notre credo. Donc ça, c'est une carte, c'est mon téléphone qui sonne. Je suis d'astreinte cette semaine, pardon. Ça, c'est la carte, c'est un exemple de point de surveillance qu'on a mis en place. Donc là, vous avez le village olympique, le centre aquatique, et vous avez la façon dont on a travaillé. Donc en rouge, c'est des capteurs dits de surveillance rapprochée, en vert de surveillance immédiate, surveillance rapprochée en vert, et noir, les surveillances plus éloignées. Et en fait, chaque capteur était prépositionné sur un endroit stratégique suite à des modélisations hydrauliques qu'on a faites chez nous, parce qu'on a des outils puissants qui s'apparentent à de l'intelligence artificielle, on va dire ça comme ça, avec des algorithmes spécifiques. On connaît très bien notre réseau, et donc on était capable de positionner l'ensemble de ces capteurs. Donc on l'a fait là sur cet ensemble 1, on l'a fait sur 2 autres ensembles. Ce que je vous disais, donc on a fait un exercice spécifique de crise au 1er trimestre 2024, et là on a eu la chance de pouvoir le faire avec le laboratoire de la police, de la préfecture de police, où on a joué un exercice un peu particulier avec l'arrivée d'un drone sur un réservoir, avec une fuite au centre nautique de Saint-Denis.
On a fait les simulations et tout s'est très bien passé. Le laboratoire de la préfecture Paris a joué le jeu, ils sont venus au réservoir, ils ont fait des tests de substances polluantes, ils ont sorti tout l'attirail, les combinaisons, etc. Et puis il y a eu un très très gros travail des assistantes et des assistants des services, notamment de M. Koterman à la DGST, sur le suivi des accréditations. Ça a été un parcours particulier. C'était quotidien. C'était quotidien. Tous les matins. Voilà. Un débrief qui était fait avec notre délégataire, je me permets de compléter. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, à la demande aussi, à l'époque, un peu plus d'1 an avant, à la demande de Raymond Loiseleur, ça n'a pas encore été dit, mais je me permets donc juste de le dire, c'est vrai qu'on a fait un très gros travail aussi avec le délégataire sur la cybersécurité. Oui. Parce que tout service confondu, quel qu'il soit, tout opérateur confondu, que ce soit téléphonie ou autre, énergie, et puis forcément l'eau, nous sommes vulnérables. Vous seriez surpris du nombre de milliers d'attaques par jour, même parfois par des hackers. Anonymes, mais pour autant, rien que pour le CEDIF, c'est quelques milliers par jour. Donc vous imaginez ça à l'échelle de la sécurité des sites. Et voilà. Et juste, je me permets de compléter, Caroline, c'est que, bien entendu, on est très focalisé sur les sites des JO. Mais il y a tout ce qui est à côté, vous pouvez peut-être en parler, c'est tous les événements qui peuvent organiser. C'est le marathon pour tous, parce que forcément, nous avons distribué de l'eau, vous pourrez le dire, mais c'est aussi, par exemple, tous les itinéraires prioritaires pour les centres de secours, pour la sécurité civile, pour le transport des athlètes, etc. Où forcément, tous ces itinéraires-là, nous avons des canalisations. J'arrête là, je vous laisse poursuivre. Oui, c'est ça. Donc il y a le volet SI, en effet, pas trop abordé. Mais c'est une disponibilité, ce que je disais, 24/24, 7/7, de l'ensemble du réseau. Et c'est vrai que tout s'est bien passé. Et c'est très satisfaisant pour nous, quand on en rencontre des gens qui ont participé au JO, de dire « Ah mais c'était top, les JO, il ne s'est rien passé, on n'a rien... C'est génial ». Alors que nous, derrière, on a pour certaines fois couru un peu comme des fous pour aller résoudre des incidents. Par exemple, une énorme fuite à 500 mètres du village olympique, en plein sur le parcours des bus des athlètes, pendant les épreuves d'athlétisme. C'était terrible. Chelles aussi, à quelques kilomètres de la base de Vers-sur-Marne, une énorme canalisation, donc une canalisation de diamètre 60 cm, je ne sais pas si vous voyez, énorme, voilà, qui casse, avec le geyser qui va bien. Voilà. Pardon ? La veille des épreuves. La veille des épreuves. Voilà. Toujours. Non, mais c'est toujours quand il faut. Donc, mais on était là, on a toujours été présents, notre délégataire a toujours été présent. Et comme le disent les gens, c'était top les JO, tout s'est bien passé. Et un des sujets évoqué M. Koterman, je vais laisser M. Loiseleur en parler plus avant, c'est en effet la fourniture en eau dite supplémentaire. Oui, je rajoute juste un petit mot. Par le travail de M. Koterman, on a découvert qu'on était d'intérêt vital, mais que quand on demandait des accréditations pour intervenir en cas de fuite, on nous regardait des gros yeux, mais dit mais de quoi parle-t-il ? Donc vous voyez, l'eau c'est un paradoxe, c'est tellement important que plus personne ne fait attention, et comme il y a rarement des incidents visibles, on se dit mais pourquoi ils existent ? Par exemple, pourquoi ils demandent ce genre de choses ? Autre exemple, on n'est pas prioritaire en cas de panne électrique, les hôpitaux c'est rare, mais les hôpitaux sans eau c'est compliqué. Donc le travail quotidien de M. Koterman consistait à nous hisser à un rang d'intervention rapide et de priorité, puisqu'on doit fournir de l'eau. Voilà. Juste pour les fontaines, donc, on a profité pour à la fois mettre à profit la mise en œuvre d'un principe d'accès à l'eau, qui est un principe reconnu au niveau de la directive européenne, et on a profité de cette période pour déployer 37 fontaines sur l'ensemble des territoires qui l'ont souhaité, à Saint-Denis notamment. Et de ce fait, on a profité de cette période pour
mettre en œuvre des fontaines pour le grand bénéfice de tous, et en même temps satisfaire une obligation légale qui est l'accès de tous à l'eau. Voilà. Merci beaucoup. Et bravo pour tout ça. D'ailleurs, la question de l'oubli de l'eau et de la banalisation de l'eau, on l'a vu plusieurs fois pendant notre travail cette année. Nicolas Dabre, merci beaucoup d'être là. Donc, vous êtes chef de projet équipement aquatique à la Plaine Commune et ancien membre de la mission JOP 2024 en charge de l'animation territoriale. Donc, vous avez intégré l'écosystème des JO en 2020 en rejoignant la SPL du Bourget, où vous étiez notamment en charge des relations avec les associations sportives locales. En 2021, vous avez rejoint Plaine Commune pour coordonner l'animation territoriale de l'établissement public qui regroupe 8 communes de Seine-Saint-Denis. Depuis la fin des JO, vous êtes en charge des équipements aquatiques dont nous avons parlé déjà ce matin, qui constitue un héritage majeur pour notre territoire et qui constitue avec une dimension particulière éducative et scolaire, on en a déjà parlé. Donc, ce qui m'amène à ma question. On sait que les nouveaux équipements aquatiques doivent être accompagnés par des politiques publiques, que ça va de pair, dédiées au sport. Pouvez-vous nous en dire plus sur comment les JO ont participé au développement des politiques publiques liées au sport à la Plaine Commune et comment se passe la construction de cet héritage sportif? Merci beaucoup. Il y a beaucoup de questions. Je vais essayer d'y répondre une par une. D'abord, peut-être en introduction, je suis toujours épaté par ce projet. Je le vois encore ici par des exemples. Comment la réussite des Jeux, on l'a beaucoup dit. Et ce matin, on l'a vu par des exemples concrets. Et je trouve ça assez épatant de tous les services, de l'expertise, du savoir-faire, en tout point de vue des Français. Et on en a parlé là des éditions un peu précédentes de Rio, et Dieu sait que les autres éditions n'ont pas été aussi faciles. Et la réussite des Jeux, c'est aussi ça, c'est le savoir-faire de toutes les parties prenantes de ces Jeux, jusqu'à la gestion de l'eau dont on vient de parler. Pour ce qui me concerne, donc je travaille à Plaine Commune, oui, c'est maintenant 8 villes, c'était 9, mais il y a eu la fusion Pierrefitte-Saint-Denis. Donc c'est maintenant 8 villes, 400 000 habitants, une population très jeune. Mélanie en a parlé tout à l'heure, on est vraiment à l'ouest du département. Et avec un peu de chauvinisme, j'ai l'habitude de dire, qu'on aurait pu appeler les Jeux de Paris 2024, Seine-Saint-Denis 2024, puisqu'en vérité, si on parle d'héritage, il est concentré en Seine-Saint-Denis. On a beaucoup parlé des équipements ce matin, des équipements sportifs qui ont été construits, des piscines, etc., des ponts. Tout ça est bien beau, c'est très chanceux pour nous d'avoir ces équipements-là. Il faut absolument ensuite qu'ils soient accompagnés par une politique publique. Et c'est ce que nous avons mis en place nous, à l'échelle de Plaine Commune. Avant de parler de l'héritage, d'une politique publique purement aquatique, je voulais vous montrer une politique publique déjà sportive. Merci la loi NOTRe, on a été obligé de s'adapter à nos compétences qui nous sont l'espace public. À l'échelle de Plaine Commune, et donc comment faire du sport sur l'espace public. Voilà, on a d'abord mené une étude en 2019-2020 avec l'IRDS pour poser les bases, d'avoir un portrait sportif du territoire, de savoir comment on peut promouvoir la pratique sportive sur l'espace public à Plaine Commune. Et ensuite, on l'a décliné en 3 axes que vous voyez ici. D'abord par des parcours sportifs, ensuite par des animations sportives, et puis par un peu de lobbying, ça va toujours de pair. Je vous détaille ça très rapidement avant d'arriver sur l'héritage aquatique. Donc on est parti de cet exemple-là, qui est un document très d'experts, on peut dire. Si vous donnez ça à des habitants, je ne suis pas sûr qu'ils comprennent le sens. On a imaginé des parcours qui seraient des parcours sportifs, culturels et sportifs sur le territoire. Et vous avez ici des grands axes qui ont été imaginés autour de, notamment de l'eau. Vous avez vu le bras de Seine qui est un des points principaux du territoire, et puis le canal de Saint-Denis, qui sont les deux points d'eau principaux, et le canal de l'Ourcq qui est beaucoup plus bas. Donc voilà les grands axes qui ont été imaginés. Ça, c'est l'étude. Et puis, donc on a essayé d'établir une stratégie sportive, de politique sportive, pour promouvoir le sport.
il ne suffisait pas juste d'accueillir les Jeux, d'avoir énormément d'équipements sportifs. Il fallait aussi que les habitants se mettent au sport, vous y remettent, même si on a quand même pas mal de sportifs et de bons clubs. Mais on est aussi en Seine-Saint-Denis, on subit aussi le fléau de la sédentarité et de l'obésité. Le premier axe, c'est on a créé des parcours qui sont encore en train de se faire. On a un peu de temps à les mettre en place, mais des parcours culturels et sportifs, dont une boucle qui reprenait, je vais vous mettre après, une boucle un peu en héritage. Je suis désolé pour la qualité, mais c'est une boucle qui reprenait un peu les équipements en termes d'héritage. Donc le Stade de France, évidemment, le village des athlètes, en passant par des équipements de proximité. Voilà, je passe un peu là-dessus, mais on avait évidemment l'ambition sur cette boucle qui n'est pas encore atterrie tout à fait, mais qui est un des gros points de l'héritage. L'ambition de faire un parcours à la fois culturel et sportif. Je vous donne un exemple. On a bossé sur un super projet, je suis assez enthousiaste de le dire, sur l'idée de capter pendant les Jeux l'émotion des spectateurs. Donc on a embauché, on a fait un marché avec une personne qui était chargée pendant les Jeux d'interviewer les gens, de prendre, et ça va me donner des frissons de vous le redire, la finale du 4 août à 22h, la finale du 100 mètres. Si vous avez déjà vécu ça dans votre vie, vous allez comprendre de quoi je vous parle. C'est dans un stade, le départ du 100 mètres, il y a un silence qui se fait, après un brouhaha, le silence se fait, et au départ du starter, il repart. Et alors ça, quand vous ressentez ça pour tout bon sportif qui se doit, c'est une émotion assez particulière. Donc on a demandé à cette personne de pouvoir enregistrer tous ces grands moments des Jeux, pour qu'on puisse ensuite s'y rebalader après les Jeux, et puis qu'on puisse se replonger dans toutes ces étapes des Jeux. Donc c'est pas encore totalement atterri, mais on espère avec notre agence s'y atteler très prochainement. Puis voilà, d'autres parcours sur toutes les villes de pleine commune. Pour faire plaisir à Khaled, il y en a un à Stein, qui est l'idée de montrer aussi la culture riche du 93. Je prends l'idée de Stein. On a des cités-jardins à Stein, donc avec des super bâtiments, des bâtiments en briques qui sont assez majestueux à regarder. Donc voilà, l'idée c'était d'un peu de faire un parcours autour de ça. Et ensuite, on arrive sur, bon, c'est bien bon, on a des équipements, on a fait des parcours, oui d'accord, mais où sont les gens dans tout ça? Et on avait l'objectif, nous, ça a été un objectif politique dès le départ, d'attirer les publics éloignés de la pratique sportive. Eh bien, on a fait une chose très simple, on l'a dit tout à l'heure, il y avait des budgets un peu extraordinaires qui étaient débloqués sur le 93, en Seine-Saint-Denis. Et donc, on a fait un projet par public éloigné. Vous avez un projet pour les femmes, et notamment les mères de famille, pour leur apprendre ou réapprendre à faire du vélo. Je vais vous montrer des belles photos ensuite. Un projet pour les seniors, pour leur faire des tests physiques, et ensuite adapter un entraînement, notamment au parc de la Courneuve, en fonction des tests physiques réalisés. Et puis de faire des tests à 3 mois, 6 mois, pour savoir si leur condition physique s'est améliorée. Et puis on avait un troisième projet sur plutôt le design actif, mais ça va plutôt parler aux aménageurs. C'est comment on aménage l'itinéraire des enfants domicile-école pour inciter les parents à aller à pied à l'école, pour ne pas les déposer en voiture. C'est les fameuses rues aux enfants. Tout bêtement, on a mis, vous allez le voir après, un mur d'escalade sur une partie de l'école. On a mis du marquage au sol pour que les enfants disent à leurs parents « Emmène-moi, je veux faire le mur d'escalade pour aller à l'école ». Et ça a marché. Il faudrait qu'on étudie un peu la chose à long terme. Je passe très vite, donc le premier projet, mère de famille, enfant. Juste pour que vous voyez des photos, voilà, on est passé sur quand même 7 villes sur 9. On a réussi à faire 7 villes sur 9 à l'époque. Et voilà, on a des mamans qui... donc on a fait le choix de les décharger de leur rôle de mère. Donc on a fait des ateliers exprès pour les enfants et qu'elles puissent se consacrer pleinement à la pratique, l'apprentissage ou réapprentissage du vélo. Et on a je peux vous le dire parce que j'ai vécu les séances, j'ai été les voir, au début des dames qui ne savaient pas du tout faire du vélo, donc ils faisaient de la draisienne, avec une association locale de Saint-Denis. Ensuite, vous mettez une pédale, et puis après, vous mettez les 2 pieds sur la pédale, et après, voilà la fin, ce que ça donne. Elle faisait des parcours de 5 km jusqu'au parc de la Courneuve, qui était un sacré exploit. Donc, bon, ça c'est un des plus beaux projets qu'on a pu développer, et encore grâce au fonds débloqué par Paris 2024. Le deuxième projet pour les seniors, on s'est appuyé beaucoup sur je vous passe un peu les détails, mais pareil sur la maison du sport santé, maison du sport santé à La Courneuve,
et qui est une maison du sport santé, qui est d'ailleurs un peu la préfiguratrice de toutes les maisons sport santé sur le territoire. Et l'idée, c'était de prescrire du sport pour les personnes. Pardon, il y a un petit décalage, mais voilà, on avait un enjeu d'aménager l'espace public. On a balisé, on a fait des parcours, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et puis l'idée, c'était d'emmener les seniors sur ces parcours-là en leur montrant plutôt le patrimoine culturel. Voilà. L'idée, c'est d'inciter à faire du sport sans vraiment en faire. Enfin, en tout cas, il ne faut pas prendre conscience aux gens. Donc, voilà, l'idée, c'est d'inciter à l'activité physique, déjà. Et puis le dernier projet, Bouger la Chapelle, qui était fait en partenariat avec la ville de Paris. L'idée, c'était d'investir des quartiers de part et d'autre du périph'. Pour un peu, je vais être très franc avec vous, mais pour un peu dépasser la séparation physique du périphérique entre le 93 et Paris. Et ben on n'est pas arrivé, hein. C'est une séparation qui est très difficile à dépasser, parce qu'il y a un tas de problématiques, notamment au niveau de la porte de la Chapelle, des problématiques de sécurité, des problématiques. Voilà. C'était très problématique, donc on a fait avec les moyens qu'on avait, qui étaient pas mal, mais on a eu un peu de mal. Voilà, il faut aussi montrer ce qui était compliqué. Voilà les deux écoles qui étaient visées. Je ne sais pas si vous repérez, mais on est côté Saint-Denis, hein, le quartier de la Plaine, là, on tourne la plupart des émissions de télé à côté du futur bâtiment du CD93. Et donc de l'autre côté, porte de la Chapelle. Voilà le projet. Donc on a aménagé ces espaces-là que vous voyez ici. Vous pourrez aller les voir. C'est l'école Saint-Just, avec un mur d'escalade, une grande marelle géante, un labyrinthe. Enfin, voilà, toute une rue aux enfants. Je vais vite, pardon. Et puis un troisième sujet, alors là c'était un des plus compliqués à mener pour nous, c'était beaucoup de lobbying. Donc, pleine commune, on a aussi la compétence de l'aménagement de l'espace public. Comment le dire de manière très claire. Donc dans cette compétence-là, on a voulu mener une politique de lobbying auprès de nos collègues pour leur dire: écoutez, dans vos programmations d'aménagement d'espace public, est-ce que vous pourriez penser à de l'aménagement sportif? Et ça n'a pas été simple. Et des fois, ça a été très bien entendu, des fois pas. Je vous ai montré deux exemples. Le premier, la place des droits de l'homme à Saint-Denis, c'est la grande place, non, je ne l'ai pas mis, qui est à la sortie du RER B. On a été confronté à une logique de il faut faire passer du flux, vous ne construisez rien ici. Voilà. Et le deuxième, c'était la sous-face de la 86, on en a parlé pas tout à l'heure, entre là où il y a une création de bretelles, on voulait aménager la sous-face de la 86, puisqu'il y a des enfants du groupe scolaire qui font des trajets quotidiens. Et pareil, là, c'était assez compliqué d'atterrir sur un projet. Bon, bref, ça a été compliqué, mais bon, on a essayé de mener ce travail-là. Je passe à l'héritage aquatique ou... Ouais, ça marche. Allez. Si j'ai votre feu vert, ça me va. L'héritage aquatique. Maintenant qu'on a parlé de l'héritage sportif, c'est de se dire, ok, on a reçu pas mal de piscines. À chaque fois, je me trompe sur le chiffre, donc je ne vais pas vous dire. Et donc, voilà, vous avez 11 piscines maintenant sur le territoire, 8 en 2022, voilà. Donc, on a maintenant presque doublé le plan d'eau, le mètre carré de plan d'eau. C'est énormissime, hein. Pour vous faire du storytelling, pour capter votre attention. Il y a un élu un jour qui nous a dit, on fait en 4 ans ce qu'on aurait fait en 15-20 ans. Construire 4 piscines, c'est du jamais vu, hein, en 4 ans. Et donc tout ça pour nourrir une politique de savoir nager, parce qu'on part d'un constat très alarmant. On a déjà rappelé les chiffres, bon, ils sont peut-être à mettre au goût du jour, mais déjà un problème de noyade, ça c'est assez j'enfonce des portes ouvertes, mais on a des 230 noyades comptabilisées sur le territoire national. Et donc pour répondre à ces problématiques, on a des piscines sur le territoire, 39 actuellement en Seine-Saint-Denis. Je vous dis, je crois que les chiffres sont à remettre au goût du jour, mais et donc on a près d'un enfant sur deux qui ne sait pas nager, en tout cas avant les Jeux, on espère que cette stat va baisser, qui ne sait pas nager en 6e. Et donc pour répondre à ce constat alarmant, on a utilisé le moteur Paris 2024 tout simplement pour mettre en place des dispositifs initiés. Notamment par des bassins mobiles que vous voyez ici à Villetaneuse. La photo n'est pas très claire, mais donc en 2021, Paris 2024, ils ont lancé une politique de savoir nager en Seine-Saint-Denis, une politique qui nous a été très pertinente, puisque par exemple à Villetaneuse, qui est une ville qui n'a pas de piscine à l'heure actuelle, elle est en cours de construction, on a pu mettre en place un bassin d'apprentissage avec des créneaux d'apprentissage et d'aisance aquatique, notamment pour les enfants de 4 à 12 ans.
Pareil, on a aussi, ça a été poursuivi en 2022, mais on a aussi dans d'autres villes qui ont déjà des piscines forcées, enfin en tout cas avec ces dispositifs, ça nous a permis d'ouvrir des créneaux dans les piscines existantes dédiés explicitement au savoir nager, et donc notamment aux enfants. Vous avez les exemples des villes ici. Voilà. Voilà comment on a pris le moteur de Paris 2024 et comment est née une politique publique territoriale. Je vais vite, c'est ça, non ça va. Et comment nous, le PT Pleine Commune, on a pris cette compétence des piscines, d'abord pour harmoniser une politique de savoir nager. Je vais rentrer dans les détails juste 2 secondes pour pas trop vous perdre, c'est vraiment 2 secondes. Quand vous avez une ville qui a 12 séances d'apprentissage pour les CM1, CM2, une autre ville qui fait les CE1, CE2, mais de 14 séances, enfin voilà. Donc en fait, vous avez des enfants d'une ville à l'autre qui n'ont pas forcément eu le même nombre de séances, le même nombre d'heures de séances, la même qualité d'enseignement. Voilà. Donc il y a une question de dépasser l'échelle communale pour avoir une politique véritablement territoriale, pour qu'on arrive à avoir un savoir nager harmonieux à l'échelle du territoire. Ça, c'est le premier point. Il y a un deuxième point qui est très politique, mais qui est, comme le PT Est Ensemble l'a fait, c'est d'avoir une politique de tarification commune. Vous êtes habitant de Pleine Commune, vous payez le même billet quand vous allez à la Baleine, quand vous allez au CAO, etc. Ce qui n'est pas sans poser de problème. Et puis une politique de faire des économies d'échelle, notamment parce que d'un point de vue bâtimentaire, vous avez la gestion de bâtiments qui sont déficitaires. Vous savez, une piscine, on ne gagne pas d'argent sur une piscine. Et je crois que le CEDIF est bien placé pour le reconnaître aussi, donc, notamment en termes de coûts liés au fluide. Voilà pourquoi donc, il y a une politique publique qui est née à partir de 2024, et voilà ce que ça donne. Donc on a, je l'ai dit, mais on l'a dit dans la table ronde précédente, on a rattrapé le retard en termes d'équipements sportifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez près de, je ne sais plus les chiffres, mais 8 équipements aquatiques et 5 piscines qui vont être construites. La piscine de Marville à la Courneuve qui a été construite pour les Jeux, la piscine d'Aubervilliers, on en a parlé, le centre aquatique olympique qui ouvre lundi, et la piscine de Villetaneuse que vous voyez ici, et puis une extension de la piscine de Pierrefitte. Bref, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, je suis fier de vous dire que les 8 villes de Pleine Commune ont une piscine ou vont avoir une piscine dans les 2 ans qui ont suivi. C'est déjà quelque chose d'assez colossal. Vous allez me dire c'est très bien d'avoir des piscines, mais, et j'en reviens, et je terminerai là-dessus, il faut l'accompagner d'une politique publique ambitieuse et notamment emmener les enfants vers la réussite du savoir nager. C'est bien beau d'avoir des créneaux, c'est bien beau d'avoir des volumes horaires, c'est bien beau d'harmoniser tout ça, mais maintenant il faut la réussite de l'attestation de savoir nager. Aujourd'hui on est sur les 10-15% de réussite, c'est très peu. Et parce qu'on a un problème de culture, de culture aquatique qui n'est pas encore acquise. Et donc voilà, il y a une grande réunion, une rencontre du savoir nager qui va être organisée au Centre aquatique olympique le 13 juin prochain pour notamment parler de ça avec l'éducation nationale. Puisque évidemment c'est un sujet intimement lié à l'éducation nationale. Et voilà, j'en ai fini. Merci beaucoup et merci pour ces 2 présentations très riches, hyper intéressantes. Bon, vous l'aurez compris, par contrainte de temps, on voulait aborder plusieurs thèmes, on ne peut pas forcément, donc on a choisi de vous poser une question assez globale qui nous tient forcément très à cœur, qui nous a tenu à cœur pendant le projet. Selon vous, dans quelle mesure ces JO et votre expérience des JO, dans quelle mesure cet événement s'inscrivait dans une dimension de transition écologique, donc au CEDIF ou à Pleine Commune. Quelle est votre expérience quant à ça? C'est assez large. En réalité, la transition écologique et énergétique au CEDIF, on le mène depuis une dizaine d'années, et fort heureusement, puisque par exemple, nous faisons tout pour réduire notre empreinte carbone, la neutraliser par des politiques d'achat de crédit dans des projets vertueux. Et il y a quelques années, on faisait des projets à l'étranger. Aujourd'hui, on se recentre sur le syndicat des eaux.
sur la France, pardon. Ensuite, nous mettons en œuvre toute une série, avec le délégataire qui est Veolia, vous l'avez compris, on ne l'a pas cité, mais un accompagnement en termes de véhicules électriques, de consommation raisonnée, etc. Par ailleurs, nos matériaux, on essaie de les prendre en compte avec l'empreinte carbone sur nos chantiers. Donc on a tout un programme. Et donc les JO n'a pas été un événement particulier pour nous, comme le disait Caroline. On savait faire, simplement on s'est stressé parce que le monde entier était axé là-dessus. Et si on avait eu un pépin d'eau, le monde entier l'aurait vu. Et ça, c'était insupportable pour nous en termes d'image et d'angoisse. Donc on s'est tous mobilisés, à quelques-uns, parce qu'il ne s'agissait pas d'être nombreux. Pardon, et il faut surtout être bien organisé avec l'appui du délégataire du syndicat des eaux. Voilà. Enfin, je voulais, sur l'aspect un peu écologique, au-delà du savoir nager, c'est beaucoup pendant l'événement, nous, sur les fan zones, les zones de célébration, on a eu vraiment une politique de zéro déchet, de tri, il y a notamment c'est une chose qui n'est pas très courante, mais on a notamment nos services, donc comme je vous l'ai dit, on a la gestion de l'espace public et notamment la gestion d'une partie de la collecte des déchets et du tri, et donc l'idée c'était de mettre des poubelles de tri dans le dernier kilomètre entre les gares et les sites de compétition, notamment vers le Stade de France, et pour inciter les spectateurs à faire le tri même quand ils arrivent au Stade de France. Pardon, c'est quelque chose qui n'était pas du tout c'était pas du tout ancré dans les mœurs dans les événements précédents. Donc c'est grâce au jeu qu'on a pu arriver à gérer cette problématique de tri des déchets, et notamment sur les fan zones et sur le dernier kilomètre en arrivant sur les fan zones. Juste un mot, un clin d'œil, parce qu'on a un point commun tous les deux pour les piscines, c'est qu'on doit faire la chasse aux fuites. Une piscine qui fuit, c'est pas terrible, et des canalisations qui fuient, non plus. Et au syndicat des eaux, on a la chance, grâce à une politique patrimoniale assidue, que le taux de fuite est moins de 10%. Voilà, donc c'est l'un des scores très importants, puisque la moyenne de fuite est près de 20% au syndicat des eaux. Et voilà. Le syndicat des eaux donc, est très, très fier de son taux de rendement, un peu plus de 90%, proche des 91%. Donc on est très fier de ce taux de rendement qui, donc, en creux, c'est moins de 10% de fuite, et ça, c'est très important. Une nouvelle fois, merci à tous les trois d'être venus. On va tenir un court propos de conclusion de la matinée avec Clara. Je te laisse le micro. Simplement, chers intervenants et participants, nous arrivons au fin de ce colloque avec des échanges riches et surtout des regards croisés sur cet événement qui a marqué notre territoire, donc les JO. Une chose qu'on peut dire, c'est que l'eau, dans toutes ses formes, biens communs, infrastructures, symboles, était au centre, était un élément clé de la transformation de l'Île-de-France pour les Jeux Olympiques. Donc du centre aquatique olympique à la baignade dans la Seine, en passant par les réseaux d'assainissement modernisés, les Jeux ont réinscrit l'eau dans la carte sensible et politique de l'Île-de-France. Le plan baignade, avec ses 1,1 milliard d'euros d'investissement depuis 2016, en sont un exemple tangible. Sur le plan environnemental, le défi était assez immense. Il fallait concilier un événement mondial avec des exigences, on vient d'en parler, de transition écologique. Donc le bilan carbone qui visait une division par deux par rapport à Londres et Rio a guidé chaque décision, avec moins de béton, plus de réhabilitation et réduction drastique des émissions liées au transport et au bâtiment. Donc la conclusion, c'est quand même un bilan bien moindre que les JO précédents, avec Londres en 2012, Rio en 2016 et Tokyo en 2020, où il y avait beaucoup moins de participants. Mais il y a, comme bien sûr, on s'en doute, des progrès restent possibles concernant les déplacements, parce que en fait, dans le bilan carbone, il y a une grosse part. 80% du bilan carbone est lié au transport, et notamment au transport des internationaux. Donc ça a posé plein de questions
pendant les JO. Et il se pose la question peut-être de quotas. En tout cas, voilà, c'est un des axes d'amélioration quant au sujet environnemental. Et pour conclure donc la matinée autour du thème des JO, et pour aborder un dernier point positif, c'est le bonheur partagé qu'ont été les JO donc pour tous les Français, surtout dans un moment politique troublé. Ça a été un moment d'émotion collective, de redécouverte de lieux emblématiques aussi. Il y a eu la première mondiale, la cérémonie d'ouverture en extérieur qui a été une première mondiale, 600 000 spectateurs sur les quais quand même, les cyclistes dans les rues de Montmartre, les victoires de Léon Marchand, et aussi des dizaines de milliers de bénévoles qui ont contribué à l'organisation. Donc c'était aussi un point à noter, je pense, dans cette matinée autour des JO. Et donc pour conclure, on souhaite remercier donc chaleureusement tous les panélistes donc des 2 tables rondes pour leur intervention, l'Académie de l'eau et l'Association Urbain dans les territoires pour leur soutien précieux donc tout au long de l'année. Donc Françoise Auriol, Dorothea Dupont, Jean-Louis Olivier, Marc-Antoine Martin et Louis Moutard et Serge Leboulch. Et bien sûr toutes et tous donc participants pour votre présence et vos questions. Donc voilà, bonne journée à toutes et tous.